Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 30 janvier 2024, dont voici les grands titres. Alerte pour 2 détenus de la prison centrale d'Omimba, gravement malades, qui font face à un refus de la permission d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison de la part de la direction de cet établissement pénitentiaire. Des cas similaires sont déjà arrivés, ont fait remarquer récemment des sénateurs. C'était lors des questions orales avec la ministre de la Justice. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis c'est le président qui devra clarifier ce qui s'est passé avec les détournements de devises qui se commettent au sein de la BRB, d'autant plus qu'actuellement c'est un service attaché à son bureau. C'est du moins l'avis d'un politique burundais après qu'il ait été signalé une disparition des traces de plus de 27 millions de dollars dans les caisses de la Banque centrale. Dans ce journal, nous allons aussi vous parler des lamentations des habitants de la mairie de Bujumbura suite à la cherté de la vie devenue intraitable avec leurs revenus. Une situation que les habitants d'Okirundo indiquent quant à eux qu'elle est aggravée par la fermeture des frontières burundo-rwandaises qui a mis à l'arrêt certaines de leurs activités génératrices de revenus. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. 2 des détenus de la prison centrale d'Omimba sont gravement malades, mais se voient refuser le droit d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison. Les infirmiers chargés de soigner des détenus malades auraient déclaré qu'ils ne sont pas à mesure de traiter ces 2 prisonniers, indiquent nos sources, et ces dernières d'accuser le directeur de la prison d'être un obstacle à leur transfert. Les détails avec Elvis Niomungere. Le premier détenu gravement malade de la prison centrale de Mimba est renommé Etienne Nzeyimana. Il est originaire de la zone Kibezi en commune Mugamba de la province Bururi. Il est accusé d'assassinat et doit faire 20 ans de prison. Il a été transféré de la prison de Bururi à la prison centrale de Mimba. Des sources à l'intérieur de la prison de Mimba indiquent qu'il ne peut faire ni petit ni grand besoin. Il aurait le blocage de l'intestin qui empêche le transit normal des matières fécales et des gaz, donc l'occlusion intestinale. Il aurait aussi de l'insuffisance rénale si l'on en croit nos sources. Selon nos sources, ce détenu a besoin d'une intervention chirurgicale. Un autre détenu gravement malade est renommé Lambert Douarugira. Il a été arrêté par le parquet de la commune Mukaza à Mekhe de Bujumbura et il a été condamné à 5 ans de prison. Lui, il ne peut plus contrôler ses besoins, petits et grands besoins. Il les fait tous là où il est allongé. Selon nos sources, dans la prison de Mimba, le personnel soignant de la prison de Mimba aurait souhaité que les 2 soient transférés dans des hôpitaux à l'extérieur de la prison, mais le directeur de cette maison carcérale aurait refusé de leur transfert. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Sergei Bigira, directeur de la prison de Mimba, mais sans succès. Il est à rappeler que des cas de prisonniers qui meurent en prison pour avoir manqué de soins appropriés ne cessent de se croître. Dans la nuit de jeudi dernier, dans la prison de Bururi, un homme d'une 50aine d'années est mort suite à la négligence des responsables de cette maison carcérale. Il venait de faire une semaine arrêté dans la même prison. Merci à toi Elvis Niomungere. Et avoir accès aux soins de santé donc est un droit inaliénable à toute personne, qu'elle soit détenue ou en liberté. Observation émise par la sénatrice Benoît Nizigimana, c'était lors des questions orales du 24 janvier 2024 à la Chambre haute du Parlement où la ministre de la Justice était invitée. Benoît Nizigimana ajoutait également que les détenus qui ont purgé leur peine devraient être libérés et pourraient régulariser les amendes à leur charge à travers des travaux d'intérêt public. Suivez plutôt la sénatrice Benoît Nizigimana.
Normalement, nous ne pouvons pas ignorer que chaque personne a le droit de se faire soigner, qu'il soit prisonnier, fautif ou pas. Se faire soigner est un droit pour tout un être humain. Malheureusement, c'est dommage et choquant de constater qu'il y a encore des procureurs qui refusent aux prisonniers la permission d'aller se faire soigner. Les motifs de ce refus ne sont pas encore connus jusqu'ici et c'est pour cela qu'il y a des détenus qui meurent dans la prison centrale de Mimba car souvent quand ils crient au secours, on les refuse le droit d'aller se faire soigner. Il faut qu'il y ait un règlement qui favorise les prisonniers d'aller se faire soigner. Ceci dit fait que quand on accorde le droit de se faire soigner aux prisonniers, il devient plus facile de faire un suivi sur leur santé. En plus, les procureurs devraient laisser les prisonniers faire tous les examens que leur prescrivent les médecins. C'est très choquant et douloureux d'entendre qu'il y a un prisonnier qui trépasse en prison parce qu'on lui a refusé la permission d'aller se faire soigner, alors que son cas était connu. Aucune explication ne peut être donnée sur ce crime. Donc pour moi, que les procureurs de ce genre soient punis sévèrement, au point que cela sert d'exemple même aux autres procureurs qui refusent le droit de se faire soigner aux détenus. L'autre constat concerne les prisonniers qui ont purgé leur peine et qui sont restés en prison du fait qu'ils n'ont pas encore payé leurs amendes. Moi, je trouve qu'il serait mieux de les libérer dans le but de diminuer l'effectif des prisonniers. Il faut plutôt les affecter aux travaux d'intérêt public dans le sens de régulariser ces amendes. Malheureusement, même lorsque les familles de ces détenus proposent aux procureurs de les permettre à régler l'affaire, ces procureurs refusent. En réalité, les garder en prison n'est pas une solution. C'est ainsi donc que je préfère qu'ils soient libérés. Quant aux détenus qui perdent leur vie dans des maisons carcérales faute d'avoir accès aux soins de santé, la ministre de la Justice, Domine Wanyanhimbona, justifie que dans certains cas, certains prisonniers s'évadent au moment où ils sont amenés dans des structures de soins de santé spécialisées. À côté de cette affirmation, la ministre a aussi tenu à condamner en même temps les procureurs qui refusent de donner aux prisonniers la permission d'aller se faire soigner. Domine Wanyanhimbona, elle est la ministre de la Justice. ati hariho abaprokirere bamwe babuza baja kwivuza kuri iki rero ni ukugifata Vous dites qu'il y a des procureurs qui refusent aux prisonniers le droit d'aller se faire soigner. Cette question doit être prise au sérieux et en tenant compte de la situation qui se présente. Il faut noter que l'accès aux soins de santé est un droit pour tous. En effet, pour les prisonniers, il y a eu des accords entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice. Ces accords visaient qu'il y ait dans chaque prison une personne qui contrôle et qui est chargée de la santé des prisonniers. Ainsi, c'est cette même personne qui a le droit d'informer au procureur qu'il y a un prisonnier qui doit être transféré à l'hôpital. Et cette personne qui est chargée de la santé des prisonniers doit signer pour la sortie du détenu. Néanmoins, il y a des prisonniers qui ont commis de graves infractions et qui ne demandent la permission que dans l'objectif de s'échapper. Donc, chaque service a ses propres difficultés. Mais la situation serait peut-être plus grave au cas où un procureur s'oppose à la sortie d'un prisonnier qui a besoin d'un traitement que le médecin des prisonniers a recommandé. Dans ce cas, ce procureur doit être condamné. D'ailleurs, même à ce moment, il y a des détenus que nous avons transférés dans différents hôpitaux. Donc, un procureur qui refuse la permission de se faire soigner à un prisonnier commet une grande erreur. yangiye umufungwa kuja kwivuza kandi ubakurikirana yamaze gutanga uruhusha nk'uwo abakoze amakosa cyane. Vous saurez que cette intervention est consécutive au cas d'un détenu de la prison centrale de Mimba, décédé après qu'il ait fait face à un refus d'aller se faire soigner. Le président Évariste Ndayishimiye est le responsable en chef de toutes les malversations et détournements orchestrés via la Banque centrale, la BRB. C'est l'avis de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Wambugnyumvira, qui estime que dès lors que le président Ndayishimiye s'est octroyé le pouvoir de rattacher la Banque centrale à ses services, il doit répondre de tous les manquements. Cette réaction fait suite au scandale financier révélé récemment sur la disparition des traces de plus de 27 millions de dollars sur 123 millions sortis frauduleusement dans les caisses de la BRB. Le patron du service national de renseignement, le général Ildefonse Habalulema, et l'ancien gouverneur de la BRB, Dieudonné Mulengela-Noiri, cités comme responsables. Suivant Frédéric Wambugnyumvira. La disparition de l'argent à partir de la BRB, comme ça a été souligné, a été facilitée par le gouverneur de la BRB, l'ancien gouverneur de la BRB, M. Mulengela-Noiri, et
le responsable des renseignements, le général de défense. Et la question qui se pose ici, d'où viennent le pouvoir de ces gens pour qu'ils soient capables de subutiliser cet argent? La source de ce pouvoir vient du fait qu'il y a l'article 108 de la Constitution, une constitution qui se sont élaborées eux-mêmes. Et la Constitution, en cet article 108, donne le pouvoir au président de la République. Le contre-saint n'intervient pas pour les cas où le président de la République signe lui-même les décrets. La nomination du chef des renseignements incombe au président de la République parce que les renseignements constituent une police particulière du président de la République. Et la nomination du gouverneur de la BRB, certes, ça incombe au président de la République, mais il y a le contre-saint du Premier ministre. Que cela nous tienne, le président de la République, aujourd'hui, a décidé la dépendance de la Banque de la République dès lors qu'il a décidé qu'elle dépende de la présidence de la République. Ça veut dire que c'est lui, le président de la République, devient le patron de la BRB et le gouverneur devient un fonctionnaire du président de la République. Ça veut dire que ce qu'il lui ordonne de faire, il doit le faire impérativement. Il sera gêné de pouvoir s'expliquer après aux institutions de Bretton Woods, mais il devrait absolument donner peut-être rapport au chef et des rapports qui vont le contredire dès lors qu'il va y avoir l'inspection générale de la Banque mondiale, de l'FMI. Je crois que c'est cela qui s'est passé la fois passée. Alors maintenant, le gouverneur de la BRB, le patron des renseignements, décide justement de volatiliser cet argent. Ça rime à quoi? Ça me rappelle ce qui se passait au Congo de Mobutu, où Mobutu décidait, par exemple, le retrait de la Banque centrale de 250 millions de dollars et l'émissaire arrivé à la Banque centrale, il dit le président de la République a besoin de 300 millions, président ou le gouverneur de la Banque centrale écrit 350 millions, ça veut dire qu'il donne 300 millions exigés, mais l'autre, l'émissaire, va remettre les 250 millions exigés par le président de la République. Et les 100 millions disparaissent dans la nature comme ça, sans trace. Et l'on dira que ça a été consommé par le président de la République alors qu'il n'en est rien. Autrement dit, les deux autorités ont le pouvoir de faire disparaître de l'argent comme cela. Surtout que le patron de la renseignement évoque le secret d'État pour justifier la disparition de telles sommes. Eh bien, au finish, qui est responsable de tout cela? C'est celui-là qui nomme ces autorités. C'est le président de la République. Toutefois, l'ancien vice-président semble désespéré quant à la possibilité du président Ndayishimiye à arrêter cette pratique de vol commise par des autorités burundaises. Pourquoi nous n'aurons pas de solution? À mon humble avis, c'est que le système du CNDD-FDD, il est difficile d'en espérer des solutions qui puissent arrêter la tendance actuelle et remonter la pente pour que nous puissions avoir le pays redressé. Pourquoi? Parce qu'on constate que le système du CNDD-FDD est gangréné par la corruption de la base au sommet, du sommet à la base, et par conséquent, il ne peut pas y avoir de ressort pour avoir des actions contraires. Parce que ça va faire 20 ans, on n'en a pas vu, on n'en verra pas 20 ans après. Ce serait impossible. Frédéric Wambrinvilla, qui est également président du CEFOR Arusha, revient aussi sur le cas de Sand et Eshop, des marchés que le président Evariste Ndayishimiye avait octroyés aux sous-locataires, mais dont la mairie de Bujumbura a récemment annulé ces décisions. Pour cet ancien vice-président de la République, le président Ndayishimiye devrait peser ses mots et éviter de prononcer tout ce qu'il pense sur un cas sans qu'il ne soit pas sûr qu'il existe un plan d'application préétabli par ses experts. Écoutons encore une fois Frédéric Wambrinvilla. J'ai vu d'abord un communiqué de la mairie de Bujumbura, j'ai entendu les propos du président de la République, mais moi je me pose la question, pourquoi quand je regarde l'annonce du maire de la ville, quand je vois la déclaration du président, il y a moyen de dénoter certaines contradictions ou certaines incohérences. Mais seulement je voudrais proposer une voie de sortie pour ce genre de questions, parce que ce n'est pas la seule question qui est posée, là où il y a des décideurs à la base
qui sont peut-être forcés d'agir parce qu'il y a eu la déclaration du président de la République. Le président de la République ne peut pas fonctionner sur base de ce qu'il sent, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend comme cela. Non. Il a des yeux dans toutes les provinces, il a des yeux dans tous les services, donc il a des ministres, il a des gouverneurs, il a des responsables du renseignement et tout le monde là concourt à ce que le président de la République ait une information juste vérifiée, vérifiable sur le terrain qui puisse lui permettre de prendre une décision correcte, une décision appréciable. Alors, je note bien qu'un président ne déclare pas sur base de cela. S'il déclare comme cela et que sa déclaration n'est pas suivie des faits, en fait, c'est là où son pouvoir commence à s'éroder en disant le président déclare, mais ces déclarations ne sont pas suivies des faits. Mais dans ces conditions, il faut qu'il y ait une réglementation qui soit discutée au niveau de la base et qui puisse dégager des voies d'approche qui puissent permettre à tout le monde d'être satisfait. Ça veut dire que le maire de la ville devrait convoquer toutes ces personnes qui sont concernées, discuter avec eux et avec le débat, on devrait arriver à la création des groupes, des personnes qui sont dans l'ordre et d'autres qui ne sont pas dans l'ordre, d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'être en ordre, d'autres qui ont des problèmes pour être en ordre. Alors, et dans ces conditions, il peut dégager ces différents groupes et proposer des solutions pour chaque groupe. Ce n'est pas une affaire du président de la République. Non, c'est une affaire du maire de la ville. Mais le président de la République peut, s'il a des informations comme quoi il a une mauvaise gestion dans ce domaine-là, il peut appeler le maire de la ville, discuter avec le maire et demander au maire d'appliquer ce genre d'approche. Et comme ça, il peut trouver des solutions sans que le président puisse être appelé à déclarer pour des raisons de propagande. Toujours dans cette rubrique économie, la hausse exponentielle et quotidienne des prix de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité dans le pays, particulièrement en mairie de Bujumbura, est source de plusieurs indignations des habitants. Ces derniers se lamentent ainsi de leurs maigres revenus qu'ils indiquent ne pas pouvoir tenir à la cherté de la vie dont ils font face. C'est un reportage signé Dani Claire et la Trouva. Les habitants de la capitale économique Bujumbura citent l'exemple des denrées alimentaires comme l'indagara, dont le coût était fixé entre 20 000 et 25 000 francs burundais, mais en arrive aujourd'hui à 75 000 francs. Les citoyens de la mairie de Bujumbura éprouvent ainsi des inquiétudes par rapport à cette montée vertigineuse des prix. Des salaires insuffisants qui ne couvrent plus les dépenses énervent davantage l'opinion, déplore ce citadin. L'indagara coûtait entre 20 000 et 25 000, mais aujourd'hui s'achète entre 70 et 80 000. Actuellement, l'on dépense quotidiennement 25 000 pour une ration alimentaire qui ne contient même pas de la viande. Tenez, par le tas de riz qui coûtait 2500 plats, mais aujourd'hui qui coûte 3500 plats, il est facilement remarquable que le salaire mensuel n'est plus fiable. Suite à cette vie chère dont font face les habitants de la municipalité de Bujumbura, les gestionnaires des ménages ne savent plus sur quel pied danser, si ce n'est qu'implorer le Dieu Tout-Puissant à les secourir avant que le pire ne se produise. Suite à la montée généralisée des prix, les dépenses sont largement supérieures au salaire qui stagne à un niveau regrettable dans ce pays. Nous espérons que Dieu va réagir face à cette situation qui prévaut dans notre pays. La population burundaise en général et surtout celle de la capitale économique en particulier demande aux autorités du pays de réguler scrupuleusement les prix, spécifiquement en tenant compte des salaires qui restent déficitaires par rapport aux dépenses mensuelles pour tout au moins ceux qui sont embauchés. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé et au sud du pays, en province d'Obururi, des habitants de la commune Matana dénoncent les pratiques du secrétaire permanent de la dite commune, accusé de distribuer le sucre par favoritisme. Ces habitants demandent que cette autorité soit suivie de près afin que tout le monde puisse recevoir le sucre comme prévu. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. La personne pointée du doigt par les habitants de Matana s'appelle Jean-Claude Matori. Secrétaire permanent de cette commune, ce dernier est accusé d'utiliser le favoritisme dans la distribution du sucre, en plus de détourner une certaine quantité. Cet habitant qui s'est confié à la RPA fait savoir que, pour la dernière distribution, ils n'ont eu qu'un seul sac de 50 kilos à se départager entre 100 personnes.
Le sucre qu'ils distribuent est de loin inférieur à la quantité obtenue. La personne derrière toutes ces magouilles est le secrétaire communal permanent nommé Jean-Claude Matori. Il ne nous donne qu'un quart du sucre distribué et garde le reste dans le stock et on ne le revoit plus. Pire encore, il a donné 50 kilos et a ordonné de distribuer cette quantité infime à 100 personnes. Les mêmes sources font savoir que même les établissements scolaires qui devraient bénéficier du sucre n'ont pas cette fois-ci été servis alors que l'approvisionnement s'est passé comme à l'accoutumée. En principe, 1 kilogramme de sucre coûte 3300 francs burundais et ceux qui ont la chance d'en avoir sont sommés de diviser en 2 ce kilo afin que chacun puisse avoir un demi-kilo. Aussi, on était habitués à s'inscrire sur les listes destinées aux fonctionnaires afin qu'eux aussi puissent avoir droit au sucre sans délaisser leur travail pour aller faire la queue comme les autres. Mais ces derniers n'ont pas été servis. Et même le sucre destiné à 15 établissements scolaires de la place s'est volatilisé. En fait, ils cachent ce sucre pour aller le revendre au marché noir à un prix exorbitant. Contacté par la rédaction de la RPA à propos de ces grognes, Dieudonné Mouzimana, administrateur de Matana, nous a rétorqué qu'il ne s'exprime pas sur les ondes des médias non reconnus par Gitega. Josiane Mouzaneza et à Kirundo, province frontalière avec le Rwanda, des habitants plaident pour une levée de la mesure de fermeture des frontières burundo-rwandaises. Certains de ces habitants indiquent qu'à part que les bonnes relations entre les peuples sont menacées, des commerçants enregistrent actuellement des pertes car ne pouvant plus exporter leurs marchandises vers le Rwanda. Suivez un des habitants de la province Kirundo qui s'est exprimé sur les micros de la RPA. Depuis la fermeture des frontières, les Burundais ne trouvent plus ce qu'ils allaient chercher au Rwanda. Même chose pour les Rwandais. Les pertes sont de plusieurs ordres. Les Burundais, par exemple, qui y vendaient des tomates pour 4 000 francs burundais, disons, ont tiré 5 000 francs rwandais, équivalent à 20 000 francs burundais. Je dis des tomates, c'est la même chose aussi pour d'autres produits. C'était de bonnes affaires. Les Rwandais, eux, apprécient beaucoup l'amstel du Burundi. Plusieurs venaient souvent en prendre dans les localités proches de la frontière et rentraient paisiblement chez eux. Ce n'est plus possible. Au Rwanda, on y trouve aussi des articles qu'on n'a pas ici au Burundi. La fermeture des frontières, c'est donc une grande perte pour les populations. Ces habitants de la province Kirundo regrettent aussi de ne plus pouvoir s'approvisionner en carburant au Rwanda et surtout en cette période de pénurie répétitive de ce produit. Et dernière nouvelle de ce journal, retour en grande pompe du phénomène enfants en situation de rue dans la ville d'Ongodzi. Nos sources dans cette province du nord du pays font savoir que ces enfants consomment excessivement des stupéfiants et s'impliquent dans des actes de vol. Grand nombre de ces enfants avaient été ramenés dans leur famille d'origine où ils n'ont passé que le temps de la rosée. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette mesure de dégager les enfants et les mendiants dans la rue avait été prise par le ministre de l'Intérieur. Dans différentes localités du pays, les responsables ont essayé d'exécuter cette mesure. Dans la province d'Ongozi, cette mesure n'a pas duré longtemps. L'histoire de cette province et ceux qui étaient chargés de la mise en application de la dite mesure indiquent que ces mendiants et ces enfants de la rue sont remarqués dans les quartiers de Rubuye, Kigarama et Chibitoke, situés au chef-lieu de cette province. Selon notre source, ces enfants prennent un stupéfiant, communément appelé koro, qu'ils achètent en 100 fois burundais la bouteille. Ils en prennent en grande quantité parce que son prix est dérisoire. Ces enfants de la rue sont très nombreux. Ils circulent toute la nuit. Même la police a abandonné de les pourchasser. Ils commettent des forfaits. Ils prennent des chambres. Ils volent les téléphones des passants. Ils attaquent des gens dans les rues. Ceux qui sont grands commettent même des vols dans les ménages. Nombreux possèdent des couteaux. Ils sont récidives
suivent. Il y en a ceux qui avaient été retirés de la rue, mais ils sont revenus. C'est toujours notre source, ces enfants de la rue dormaient dans des maisons en chantier ou tout près du marché se trouva dans la ville d'Ongozi. Ils dorment dans des maisons inachevées et au marché où ils se retrouvent en grand nombre. C'est là où ils passent les jours et nuits en consommant des chambres. Bientôt, ils constitueront une bande de bandits. C'est un grand problème. Certaines personnes en Ngozi indiquent que ces enfants de la rue ont avoué qu'ils ne peuvent pas rester dans leur famille suite à la pauvreté. Ces sources estiment qu'il n'y a même pas de projet pour pouvoir enseigner des métiers à ces enfants. Quant à Saïd Niandre, le chef de zone de la mairie de Ngozi, il demande qu'il y ait des organisations pouvant secourir ces enfants afin qu'ils puissent avoir d'occupation. Cet administratif affirme que la zone à elle seule n'est pas à mesure de trouver solution à ce problème. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par son reportage d'Eric Nyozima que le journal de ce 30 janvier 2024 se termine. Merci aux collègues de la rédaction et de l'équipe technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.